Pourquoi vit-on dans un monde de fous? Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, petite vidéo bonus sur ce thème. Voilà, j'avais envie de partager avec vous quelques éléments de réflexion, notamment éléments de réflexion qui proviennent d'un modèle dont j'ai déjà parlé rapidement, qui s'appelle le MBTI. Vous connaissez probablement le MBTI si vous vous intéressez à tout ce qui est psychologie, psychométrie. Alors je suis moi-même extrêmement critique avec le MBTI, notamment sur ses bases épistémologiques que je trouve extrêmement faibles. Voilà, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser ce modèle, dans le sens où ce n'est pas parce qu'un modèle n'est pas vrai ou est faible épistémologiquement qu'il ne peut pas être fonctionnel à l'usage. Voilà, je vous invite à réfléchir sur ce distinguo entre vrai et fonctionnel. Et notamment, je me posais la question l'autre jour, je me la suis posée pendant des années, des décennies même, de qu'est-ce que c'est que ce monde de fous, où par exemple parfois il peut m'arriver de croiser, je ne sais pas, quelqu'un qui, j'en sais rien, par exemple qui se soigne par homéopathie, je vais prendre ça comme exemple, c'est un exemple de base que donnent énormément de zététiciens en exemple, et voilà, et de lui montrer justement certains types de travaux scientifiques, de lui expliquer le principe entre absence de preuve, preuve d'absence, etc., et de continuer à, après avoir fait une espèce de bilan de tout le savoir rationnel et scientifique disponible autour de cette notion, et de voir que malgré l'absence totale de preuves, malgré le fait d'avoir je sais pas combien d'études qui montrent que l'homéopathie n'a pas d'effet supérieur à un placebo, etc., de voir que les gens continuaient tout de même à se soigner par homéopathie. Autrement dit, autant pisser dans un violon. Alors ça a été largement expliquer ça en psychologie, notamment en psychologie des croyances. On sait bien que les croyances partent du cerveau limbique pour arriver au cerveau, au néocortex, au cerveau dit supérieur. Et que du coup, il ne sert absolument à rien, ou quasiment à rien, d'argumenter pour essayer de modifier les croyances d'autrui. Dans un sens, c'est intéressant parce que ça permet de respecter la souveraineté absolue d'autrui. Donc, c'est vrai, au nom de quoi est-ce que je ferais changer autrui, hein? C'est quand même une bonne question. Mais ça me fascinait, ça m'a fasciné pendant vraiment très longtemps. Et je m'étais dit, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que peut-être que j'étais victime d'un biais de complaisance avec moi, mais moi quand j'entendais des arguments, je les soupesais, et il m'est arrivé dans la vie un certain nombre de fois, mais je les compte même plus, de changer d'avis, parfois même de faire des virages à 180 degrés sur des sujets auxquels j'avais une croyance qui allait dans un sens, et au final, après une discussion argumentée, un débat d'idées, tout ce qui est le plus classique, de changer totalement mon fusil d'épaule. Voilà, et donc du coup, je me disais, mais comment ça se fait que les autres gens ne le font pas? Je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas être quelqu'un d'exceptionnel en termes de fonctionnement cognitif, ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, le MBTI nous donne quelques informations intéressantes là-dessus, notamment lorsque l'on distingue justement des individus, des profils, des supposés profils psychologiques. Bon, je vais pas rentrer vraiment dans les faiblesses de l'épistémologie du MBTI là aujourd'hui, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais donc on va supposer, je vais complètement accepter ce cadre de référence, voilà, en sachant que je suis bien conscient de ses limites. Il y aurait des personnes à dominance feeling, des personnes à dominante thinking. Les personnes à dominante feeling ressentent les choses d'abord, c'est-à-dire qu'elles vont d'abord attribuer de la valeur à quelque chose, et dans un deuxième temps, elles vont chercher des raisons, ce qu'on pourrait appeler rationaliser leur choix. Et il y a des personnes à dominante thinking qui vont d'abord examiner les arguments rationnels qui permettent de croire à telle ou telle chose, et qui ensuite vont valoriser les choses qui vont émerger rationnellement. Bon, alors effectivement, le MBTI nous propose une narration comme quoi les deux fonctionnements se valent, il faut de tout, etc. Bon, ok, à la limite, pourquoi pas. Moi, je sais que ça m'a expliqué beaucoup de choses, notamment ce que je vivais comme une espèce d'irrationalité de la part de certaines personnes qui ne changeaient pas d'avis, puisqu'ils avaient déjà décidé au niveau affectif de valoriser telle ou telle chose. Alors, soyons très clairs. Je pense que il est très important qu'il y ait des individus avec une large part de feeling, parce que cet aspect que l'on peut trouver irrationnel au départ, consistant à dire, j'en sais rien, je suis persuadé que les infusions d'acacia soignent le cancer. Ce jus peut sauver votre vie. Où la personne va partir là-dessus en se disant, ah mais je le sens, feeling, je le sens, je le ressens comme ça. Effectivement, d'un point de vue rationnel, on peut dire, mais c'est complètement stupide, parce qu'il n'y a aucun élément, aucune étude qui démontre que les infusions d'acacia soignent le cancer. Oui, certes, mais c'est parce qu'il y a un chercheur qui va avoir ce feeling, cette intuition profonde
enfin ce ressenti plutôt, parce qu'intuition renvoie un autre mot, une autre notion MBTI, mais parce qu'un chercheur va avoir ce feeling profond, alors il va dépenser du temps et des années en recherche, et c'est peut-être comme ça qu'il va réussir à nous pondre une étude qui démontre effectivement que la fusion d'acacia soigne le cancer. Bon, donc c'est extrêmement utile, cette irrationalité est extrêmement utile à l'échelle de l'humanité, parce que elle permet de sortir de sa zone de confort. Si on est bloqué dans une pensée thinking, eh ben on va rester dans son petit cadre de référence comme ça, et on va jamais en sortir. Et on va probablement dire quelque chose genre il y a ce qui est rationnel et il y a ce qui ne l'est pas, etc. Et on va être comme ça bloqué dans quelque chose. Et c'est dommage parce que tous les progrès se sont faits ou par sérendipité ou avec cette espèce d'intuition de quelqu'un qui croit à son ressenti plus que ce que l'époque ne lui permet en théorie de croire. Donc ça c'est fondamental. Par contre, là où je m'interroge, et un élément qui m'a énormément fait avancer dans ma compréhension du processus, c'est que pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait expliquer les choses. Faire des vidéos, écrire des livres, animer les séminaires, etc., ou simplement discuter. Sauf qu'en fait, ce que je constate, c'est oui, il y a des gens qui changent d'avis, oui, il y a des gens qui comprennent, oui, il y a des gens qui ont leur système plus ou moins ouvert, mais à l'échelle globale, ça fonctionne pas comme ça. À l'échelle globale, il faut ou hypnotiser, mais dans ces cas-là, on entraîne antitélie sur antitélie, ce qui n'est pas le but. Parce que la définition d'une antitélie, c'est que ça provoque le résultat inverse de les faire chercher, donc c'est complètement stupide. Alors effectivement, à un endroit, il y a un lâcher-prise à faire sur, je parle notamment aux plus jeunes, sur le je vais forger le monde à mon image, etc. Non, il y a un vrai lâcher-prise à faire, parce que si on fait ça depuis un espace intérieur où on est en rejet du réel, pareil, on va faire que les antitélies et ça n'a au final pas grand intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant avec le MBTI, c'est que même si on n'est pas d'accord avec l'axiomatique, c'est qu'il y a pas mal de statistiques. Vraiment, il y a un bon gros échantillon de statistiques sur le MBTI. Ça, c'est intéressant. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'on a une très large... J'ai plus les chiffres exacts. Vous pouvez, si jamais vous les avez, vous pouvez me les mettre en commentaire. Mais je sais que c'est au moins 70% de l'humanité qui est à dominante feeling. Et là, ça pose un vrai problème. Parce que si jamais on reprend le modèle pré-rationnel, rationnel, transrationnel, le transrationnel, par définition, c'est au-delà du rationnel. Donc ça demande déjà d'y être rentré. Et ça veut dire que des personnes avec une dominante feeling vont avoir beaucoup plus de mal à passer cette fameuse transition pré-rationnel-rationnel qui est le fer de lance, le cheval de bataille des zététiciens, et où ils ont d'un certain point de vue tout à fait raison d'informer sur la question. Et je trouve que sociétalement, ça nous fait vivre quand même dans une espèce de monde, un monde de fous en fait, dans lequel on ne tient pas compte littéralement du savoir disponible, des études scientifiques, etc., etc. Qu'après on s'autorise à penser au-delà sur la base du feeling. En fait, c'est après dans le process. C'est après dans le process que le feeling devient important, pour ne pas dire capital, quand on se met à faire de la recherche. Parce que faire de la recherche, par définition, c'est penser au-delà du cadre de l'époque. Et donc pour ça, il faut des convictions, il faut des intuitions, il faut cette sensitivité, ce discernement qui va permettre de choisir quasiment à l'aveugle des sujets d'étude, en espérant qu'à l'examen, ça va être fécond et pour son travail et pour l'humanité dans son ensemble. Voilà, donc du coup c'est une espèce de petit rappel peut-être pour les gens qui débarquent sur la chaîne, peut-être sur les plus jeunes, que essayer de convaincre autrui, c'est relativement peine perdue, en tout cas tant qu'on est dans le pré-rationnel, l'affect, etc. Par définition, ça ne fonctionne pas. On a même des études qui montrent que les croyances ressortent renforcées par un débat d'idées, c'est-à-dire que quand on essaie de convaincre quelqu'un, en fait, ça renforce sa croyance opposée, on appelle ça l'effet retour de flamme, si vous avez envie de regarder ça en détail. Voilà, donc écoutez, c'était simplement une petite vidéo bonus pour vous faire part de ces quelques réflexions sur feeling, thinking et sur comment on n'est pas prêt d'arriver au transrationnel si déjà on a plus de 70% de la population qui galère, mondiale je parle, qui galère avec la notion de rationalité, et comme la logique non sacrificielle n'est accessible que quand on a déjà bien maîtrisé le transrationnel, parce que c'est l'étape d'encore d'après en termes de niveau de réalité, ça vous donne une bonne idée de à quel point l'humanité est dans la merde. Voilà, il y a encore quelques générations pour aborder ces sujets, on était obligé de faire ça dans des sociétés secrètes, de peur que des gens nous brûlent pour sorcellerie
ou pour ce genre de choses sur la base de réaction et de feeling précisément. Alors je suis pas en train de faire un conflit mimétique en disant le feeling c'est pas bien, le thinking c'est bien, hein. Si jamais vous avez entendu ma vidéo comme ça, je vous invite à la réécouter et ou à poser vos questions dans les commentaires, mais à ne pas vous faire complètement avoir comme ça par le cerveau limbique. Ça c'est surtout pour ceux qui découvrent mon travail. Voilà. Et bien comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu malgré le bruit de la jungle urbaine, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Merci encore aux tipeurs et puis écoutez, à la prochaine. Salut Internet.